Bonjour à tous et bienvenue à la convention exceptionnelle de l'ASFEN sur le thème face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer. Donc, depuis le début de la semaine, on a beaucoup parlé résilience des exploitants, robustesse de la supply chain, robustesse du système électrique. Donc, vous le savez, pour être robuste et résilient, il faut être agile. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'agilité du parc nucléaire pendant la crise. Donc, pendant la crise, Fatih Birol, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, a dit que le nucléaire en Europe avait été une source de flexibilité pendant la crise. Hier, l'OCDE NEA a sorti un rapport en disant the thought nuclear was not flexible, yes it is. Donc, on est vraiment dans l'actualité. Beaucoup disent aussi que toutes les sources pilotables qui ne sont pas flexibles n'auront pas d'avenir, c'est-à-dire le pilotable, pour avoir de l'avenir, devra être flexible. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts, puisque la France, je pense, vous le direz tous les deux, mais je pense est en avance sur ce sujet de l'agilité du parc nucléaire. Donc, d'un côté, Stéphane Feutry, qui est conseiller à la production, à la direction du parc nucléaire d'EDF, et deuxième intervenant, Thibaut Guin, qui est conseiller technique et expert chez Framatome. Donc, chacun va faire une présentation d'un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite, on aura une session de questions-réponses. Donc, je vous invite à préparer vos questions et à les poser dans l'onglet en haut à droite, QR. Donc, vous pouvez non seulement poser vos questions, et ceci dès maintenant, mais aussi voter pour les questions des autres, et auquel cas, les questions qui ont eu le plus de votes seront posées en premier. Voilà, c'est un processus démocratique. Voilà. Donc, merci à tous et j'ai le plaisir de passer la parole à Stéphane. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler de comment le parc nucléaire EDF a vécu la période de crise sanitaire, plus précisément la période de confinement et de faible consommation, en disant tout de suite, et je vais passer au plan, que ça n'a pas été improvisé, évidemment. EDF bénéficie de 2000 années réacteurs de retour d'expérience au service du système électrique et du pays. Et ces 2000 années réacteurs, la plupart du temps, ont été passés dans un système où on était déjà flexible, manœuvrant, on dit plus souvent en français. Donc, c'est déjà une longue histoire. Je rappellerai ensuite les capacités nominales du parc des réacteurs à eau pressurisée d'EDF, tout en disant d'ailleurs que tout réacteur nucléaire contient une dose de flexibilité. Après, c'est comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise. Je rappellerai évidemment que les réacteurs flexibles sont aussi sûrs que les autres. Et puis, je vous donnerai quelques indices sur comment on a vécu le confinement et ce que ça nous a appris de nouveau. Alors, sur l'histoire de la flexibilité, ça remonte aux années 80, 1984 exactement, avec le nucléaire qui commence à occuper une place prédominante dans le mix énergétique français de l'époque. Et comme en face, la consommation varie énormément et que forcément, il faut qu'à tout moment, la consommation soit égale à la production, à la balance des imports-exports près, il a fallu que le nucléaire, contrairement à ce qui se passait, ce qui s'est passé depuis dans d'autres pays, se mette à être flexible, je dirais, au quotidien. Et c'est cette flexibilité qui lui permet d'être complètement, depuis, complémentaire avec la vie en général du marché, et notamment l'augmentation de la part des énergies renouvelables depuis quelques années, pour permettre une production, un mix énergétique très bas carbone, en rappelant que la part carbone du nucléaire, si on prend le cycle de vie complet, on est pour le nucléaire français autour de 6 grammes de CO2 par kilowattheure, et je pense qu'on ne fait pas mieux. Ça a permis également à l'entreprise et à la France d'exporter son électricité parce que cette production nucléaire, elle est depuis l'origine très compétitive, surtout si on la compare aux énergies fossiles des pays voisins. Et donc c'est pour ça qu'historiquement, la France a toujours été un grand pays exportateur d'électricité. Et puis, comme je disais, il faut moduler de temps en temps quand la consommation, même en rajoutant les exportations, eh bien, est inférieure à la production qu'on afficherait sinon, il faut diminuer cette production. Alors historiquement, il fallait suivre la consommation. Depuis 2010 surtout,
le développement des énergies renouvelables amplifie le mouvement, puisque si, par exemple, la nuit, qui est un creux habituel de consommation, vous ajoutez une forte production éolienne, eh bien, il faut que la production d'ensemble s'adapte. Et donc, à ce moment-là, on demande au nucléaire de baisser, sachant qu'avant nous, les centrales thermiques sont déjà arrêtées et qu'on a réduit les barrages. Et puis, cette année, on va le voir, la crise sanitaire a encore amplifié ce mouvement, puisque les ENR étaient au niveau qu'on connaît maintenant, et qu'en plus de ça, la consommation était franchement très très basse. Hein. On a des chiffres qui vont entre de 10 à 20% de baisse. Ça dépend évidemment des tranches horaires, mais on a vraiment connu des situations très 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 basses. Et on va voir que c'est des choses qu'on pourrait retrouver d'ici quelques années avec le mix énergétique qui se profile. Bon, et tout ça, on l'a passé avec succès, sans difficulté majeure. Je vous ai rappelé, alors j'ai mis une date de septembre 2019, c'était un an avant la conception du diagramme, que grâce à cette part du nucléaire, la France quand même est l'un des pays qui émet le moins de CO2 dans sa production électrique. Et je conseille vraiment à tous ceux qui ne connaîtraient pas encore cette application d'aller s'y référer. Alors cette flexibilité, à quoi elle s'applique? Elle s'applique à toutes les mailles de temps. En haut à gauche, je vous ai mis le profil de consommation typique sur une année. C'est beaucoup l'hiver, c'est moins l'été. Et donc, depuis toujours, on a un planning d'arrêt de tranche pour rechargement du combustible qui est centré sur printemps-été pour justement déjà coller à ce profil. Et je ne le développerai pas là, mais, parce que ce n'était pas tout à fait l'objet, mais on a aussi été agile en matière de placement des arrêts de tranche cette année, puisque pour faire face à cette crise Covid, nous avons aménagé notre planning d'arrêt de tranche sur l'ensemble de la période, en diminuant notre offre de production au moment où la consommation était franchement très basse, parce que de toute façon, il n'y avait personne pour l'acheter, et puis en faisant en sorte de sécuriser la suite de la saison, la suite de l'année, pour être disponible et toujours au rendez-vous de la consommation. Ensuite, vous avez en bas une courbe à la maille hebdomadaire. On voit que toutes les nuits, voilà, la consommation diminue et est encore un peu plus basse le week-end. Donc, ce sont des opportunités pour baisser la production quand le système d'ensemble le permet. Et puis, vous voyez à droite un rythme quotidien qui est plutôt un rythme d'hiver, enfin, d'heures d'hiver, avec une heure de pointe à 19h, sachant que c'est encore le cas en ce moment. Tant qu'on est à l'heure d'été, l'heure de pointe est plutôt à 13h. Alors voilà pour ces quelques rappels historiques. Si on regarde les capacités du parc, pour la quasi-totalité de nos réacteurs, ils peuvent baisser de 80% en amplitude, c'est-à-dire se retrouver à 20% de leur puissance nominale. Pour un réacteur de 1300 MW, il se retrouve à 260 MW, par exemple. La variation peut se faire en une demi-heure, je dirais c'est notre vitesse commerciale. Hein, on saurait aller plus vite, mais franchement, il n'y a pas besoin. On pourrait aller plus lentement, mais on a toujours choisi cette vitesse commerciale. On sait faire 2 baisses par jour. Là aussi, techniquement, on pourrait faire plus, mais il n'y a pas besoin. Comme je dis souvent, le soleil, de toute façon, il ne se lève qu'une seule fois par jour. Donc, on ne s'attend pas demain à avoir des creux à 3 ou 4 reprises chaque jour. Et puis, en plus de ça, c'est une autre manière d'être flexible. On sait faire du réglage de fréquence. Et ça, c'est indispensable pour la sûreté du réseau parce que autant la programmation est prévue en fonction des prévisions de consommation, autant vous avez toujours à l'instant T des fluctuations. Il faut compenser ces fluctuations et c'est pour ça qu'est fait le réglage de fréquence. Et donc le nucléaire y contribue. On verra tout à l'heure que ça a été important pour justifier la production nucléaire au printemps dernier. Et tout ça est suffisant pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et ceux d'un proche avenir, d'après les études qu'on a faites. Les 2 baisses par jour permettent de combler, entre guillemets, les creux de nuit par la baisse de la consommation, éventuellement un surcroît de vent. Les creux d'après-midi, avec baisse de conso également, mais souvent de plus en plus une production solaire. Et puis vous voyez les petits gris-gris sur le graphique, c'est qu'à tout moment, les tranches sont en réglage de fréquence. Donc ça, je vous ai mis une courbe, mais on pourrait en trouver des dizaines chaque année. C'est un dimanche typique sur un réacteur sur une année typique. Si on regarde au-delà d'une journée, ce qu'on peut faire sur un réacteur en un mois, bah, là aussi c'est un exemple. Alors, tous nos réacteurs ne vivent pas à ce rythme-là tous les jours quand même, mais c'est parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils le pourraient tous en théorie, mais bah, il n'y en a pas besoin parce que quand même la consommation reste pour l'essentiel soutenue.
Mais vous voyez là que ce réacteur, une certaine période, a pu baisser toutes les nuits. Il s'est arrêté 2 week-ends de suite. Sinon, il a fait des baisses d'une durée un peu plus longue, certains week-ends un peu plus tard. Et le reste du temps, il était en réglage de fréquence. Voilà. C'est ce qui se passe. Et je précise que ce réacteur, d'ailleurs, qui est très sollicité, qui a été très sollicité ce mois-là et d'autres mois, est l'un de ceux qui a les meilleures performances sûreté et production du parc. Hein, on a souvent la question, mais est-ce que tout ça n'est pas dommageable pour les installations? C'est évidemment des choses qu'on suit, mais on n'a pas de corrélation franche entre ce type de sollicitation et des baisses de performance. Au contraire, ce réacteur a été très performant dans la durée. Alors toujours sur les capacités, là je vous ai montré des graphes qui montraient réacteur par réacteur ce qui se faisait. Maintenant, si on compile tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous ai mis là le graphe, c'est la journée de l'amplitude record. Ce n'est pas le point bas en production qu'on a atteint, mais c'est là où, sur une courte période, vous voyez, en 2 ou 3 jours, on est passé, enfin, on a une amplitude de variation de presque 20 000 mégawatts. Et il se trouve que 20 000 mégawatts, j'en souris, c'est ce qu'avaient annoncé les études R&D dès 2014 en disant à l'horizon 2020, il faut que le parc soit capable de supporter des variations comme ça de 20 gigawatts. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ce jour-là, à quelques reprises depuis. Et c'est ce que le parc a été capable de supporter sans difficulté majeure ces jours-là. Donc une amplitude record conforme aux études, sachant que pour en arriver là, on n'a pas besoin d'augmenter les capacités de chaque réacteur. Hein. Les courbes précédentes, c'est ce que chaque réacteur peut faire. Et en fait, on a simplement besoin de solliciter un plus grand nombre de réacteurs au même moment pour faire ces variations. Alors, encore faut-il faire ça en toute sûreté, et c'est évidemment le cas. Donc, le graphique montre une amplitude de variation de puissance électrique sur la gauche, transformée en amplitude de variation de 2 grandeurs importantes hein, sur nos installations, sur le circuit secondaire, donc autour de la salle des machines, que sont en orange la température d'un élément du circuit et en bleu la pression. Et puis traduit à droite l'impact sur le circuit primaire. Vous voyez que tout ça est finalement très lissé. Le primaire, donc le circuit à proprement parler nucléaire, il voit finalement assez peu de choses de ces variations de forte amplitude. Donc tout ça est monitoré et on n'a pas observé de dommages particuliers. Tout ça reste évidemment dans des limites qui ont été étudiées par nos experts sûreté, par nos ingénieries sûreté, approuvées par l'autorité de sûreté qui plus est. Voilà, tout ça est surveillé et on ne sort pas de l'épure, je dirais. Côté combustible, pareil, il y a des questions de conditionnement du combustible, il faut y veiller. Plus longtemps on reste à basse charge, plus on a certains effets qui pourraient se produire, mais on a des temps à respecter. Ces temps sont largement suffisants pour répondre aux besoins du réseau. Côté environnement, on a fait une étude très poussée il y a quelques années, 2-3 ans maintenant, qui a démontré qu'il n'y avait pas de rejet, il n'y a pas de radioactivité supplémentaire rejetée dans l'environnement liée au suivi de charge. La chimie, et derrière la chimie, les enjeux, c'est la radioprotection, mais également la durée de vie des matériels. C'est plus difficile à gérer, il faut le reconnaître, mais c'est tout à fait manageable grâce à des bonnes coordinations entre les équipes, un bon monitoring de la chimie. Je conseille aux centrales étrangères qui n'en font pas encore et qui voudraient s'y mettre de regarder en particulier ce point-là, il est important. Même son suivi de charge, la chimie, c'est important. Mais voilà, on n'a pas de difficultés notables là-dessus. En maintenance, on n'a pas vraiment de... En tout cas, c'est l'épaisseur du trait. S'il y a quelques organes à visiter plus souvent, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Ça reste tout à fait économique de faire du suivi de charge, de la variation. Les gains économiques qu'on observe justement en répondant aux besoins du réseau, en vendant de l'électricité au bon moment et en la préservant quand on a moins de clientèle, ça reste tout à fait intéressant. Je précise parce que dans une intervention à la SFEN il y a quelques années, mes propos avaient pu être mal compris. C'est pas parce qu'on baisse la production qu'on fait baisser les prix ou qu'on agit sur les prix. En fait, notre production suit les prix qui sont fixés par les marchés en fonction de l'offre et de la demande. Et typiquement, quand vous avez une faible consommation, c'est-à-dire quand peu de clients sont intéressés par acheter notre électricité,
eh bien, on arrête de la produire, en tout cas, on diminue son niveau de production. Mais on n'essaie pas de jouer sur les prix en faisant monter ou descendre nos réacteurs. Ils sont disponibles à plein et au minimum, et après, quelque part, le marché va se servir dans cette capacité pour répondre à ses besoins. Et puis un point important, last but not least, les compétences de nos opérateurs, de nos équipes de conduite en 3-8 sur l'installation, parce que ce pilotage du réacteur, même si on a des systèmes automatisés, même si on a des aides informatisées au pilotage, on a besoin d'une très grande compétence pour exploiter ces réacteurs de cette manière. Alors maintenant, vous attendez ça, pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a accéléré les évolutions qu'on observait depuis quelques années. Jusqu'en 2015, depuis 2015, on voyait le minimum d'appels du parc qui baissait d'année en année. Avant 2018, on descendait de temps en temps à 30 gigawatts. En 2018, on a atteint 28. En 2019, on a atteint 26. Eh bien, cette année, on a atteint, vous voyez, quasiment chaque mois, on a battu le record. 24, 23, on est même passé sous la barre des 20. Alors, on partait de moins haut, parce que comme on avait arrêté volontairement quelques réacteurs, l'ensemble ne s'est pas fait uniquement par de la flexibilité, mais c'est une forme globale d'agilité tout de même. Mais voilà, 20 000 mégawatts, c'est le point bas atteint le 5 juillet, ce qui est illustré par le graphe issu de Economics, le site de RTE, que je conseille également. Il est toujours très intéressant à consulter. Et tout ça nous rapproche des niveaux de variation que nos simulations montrent pour 2030, 2040. On a fait des études qui parlent jusqu'à 2040. Bon, j'estime que ces niveaux-là, c'est ceux qu'on rencontrera plus couramment, sans crise Covid, vers l'année 2025. Et donc, encore une fois, on a su y répondre avec succès cette année, ce qui confirme, hein, ça c'est nos études et les plans d'action qu'on mène qui le prévoyaient, ce qui confirme qu'on est prêt à tenir ces variations pour les prochaines années. On a profité du confinement pour aller encore un cran plus loin dans ce qu'on sait faire. Je vous parlais tout à l'heure de l'amplitude de variation de charge, 80%. En fait, elle se réduit en fin de cycle. Bon, depuis quelques années, on avait fait les études nécessaires pour montrer qu'on pouvait quand même continuer à baisser plus bas en fin de cycle. On avait eu quelques utilisations sporadiques. Et ce printemps, pour répondre aux creux de consommation et parfois aux pics de NR sur le réseau, on a utilisé plus souvent cette capacité. Il y a même une journée, on avait 3 tranches, 3 réacteurs qui simultanément ont pu baisser de 300 MW supplémentaires. Donc ça fait 900 MW au total. C'est l'équivalent de ce qu'une tranche, par exemple comme Paluel ou Cattenom, est capable de baisser en fonctionnement normal. Donc ça, c'est vraiment un gain en flexibilité qu'on entrevoyait, hein, qu'on avait prévu, et qui nous a permis de passer avec succès la période. Et puis, deuxième nouveauté, alors, on m'aurait posé la question, d'ailleurs on me l'a posé encore il y a un an, je répondais, c'est un mode d'exploitation dont on n'a pas besoin sur le parc, c'est-à-dire des baisses de longue durée. Vous voyez l'échelle, hein, c'est des baisses de plusieurs semaines consécutives. Alors, d'autres pays font une forme de flexibilité avec le réacteur nucléaire. C'est plutôt cette forme-là à quoi ça ressemble. C'est des baisses calibrées de plusieurs jours, plusieurs semaines de suite. Alors que vous avez vu tout à l'heure, nous, c'est vraiment des demandes quasiment heure par heure auprès du réseau. Et on ne faisait pas ces baisses de longue durée parce que voilà, il n'y avait pas le besoin tout simplement, même si on savait que c'était techniquement possible. Ce qui s'est passé avec ce réacteur de Civaux 2 en particulier, c'est que pour sécuriser la production cet hiver, on a eu besoin de reporter son arrêt sur la deuxième moitié de l'hiver, donc plutôt vers 2021. Sauf que le combustible qui était en cuve ne permettait pas forcément d'aller aussi loin, donc il a fallu faire ce qu'on appelle de l'économie combustible, c'est-à-dire on brûle moins le combustible, on le garde pour plus tard. Et on avait a priori prévu de le faire en arrêtant complètement le réacteur pendant une certaine durée. Sauf que le réacteur similaire Civaux 1 du même site était, lui, à ce moment-là, en arrêt pour maintenance. Il a recouplé depuis. Et le gestionnaire de réseau, RTE, nous a dit « Je ne peux pas supporter l'arrêt des 2 réacteurs de Civaux en même temps sur la période, parce que faible consommation égale forte tension sur le réseau, beaucoup de réactifs à gérer, et j'ai besoin d'au moins une tranche à Civaux pour assurer ce service système-là. »
On en parle peu, on parle beaucoup du réglage de fréquence, je l'ai dit tout à l'heure, mais le réglage de tension est également un service vital pour les réseaux électriques et le parc nucléaire fournit aussi ce service. Et donc, pour concilier les besoins d'économie combustible pour, encore une fois, sécuriser l'hiver prochain et les services systèmes, on a maintenu ce réacteur, vous le voyez, plusieurs semaines d'affilée, à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs le pointillé, c'est quand j'ai préparé le transparent la semaine dernière, mais depuis lundi, il a à nouveau baissé là, à 400 MW pour terminer son programme d'économie. Et donc, on a vraiment concilié nos besoins propres côté production et les besoins du réseau. Voilà. Et en conclusion, très, très rapidement, voilà, on a alors 2000 années réacteurs, plus de 35 ans en fait, de pratique de suivi de réseau. C'est ça qui nous a permis de passer franchement avec succès la crise du confinement et les très faibles consommations qu'on a pu connaître. Et encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vivra demain avec un mixtionnaire, avec une consommation qui sera ce qu'elle sera, plus importante, on pense, au printemps dernier, mais avec des ENR qui prendront une part plus grande et un nucléaire qui devra, comme toujours et comme depuis toujours, s'adapter à la production et aux demandes du réseau, de la clientèle et du pays. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé très clair. Je vois que déjà nos participants posent pas mal de questions et votent, donc continuez, c'est très bien. Et Stéphane, vous pouvez regarder déjà les questions pour vous y préparer. Donc je passe maintenant la parole à Thibaut. Merci Stéphanie. Alors bonjour à tous et merci d'être présents sur ce webinaire qui est un peu particulier puisqu'il se fait à distance en raison du Covid. Donc, moi, je vais vous parler de la manière dont Framatome a résolu le problème et propose aux opérateurs ces solutions qui permettent aux réacteurs d'atteindre un niveau de flexibilité que parfois, voire souvent, ils n'imaginent même pas possible. Alors, on a tous entendu parler de flexibilité puisque Stéphane vient de l'aborder assez longuement. C'est une demande qui commence à émerger dans le monde entier puisqu'on voit des messages qui viennent de partout. Tous les opérateurs du monde se posent la question puisque les réseaux deviennent de plus en plus variables. Ils deviennent de plus en plus variables pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, et en particulier par l'avènement des renouvelables qui prennent de plus en plus de part dans le mix énergétique dans tous les pays. Et ces renouvelables, donc, vont rendre nécessaire pour le nucléaire l'obligation de s'adapter en puissance à la demande du réseau. Alors, comme tu disais tout à fait l'heure, Stéphane, le soleil, tous les jours, il se lève et tous les soirs, il se couche. Donc, le matin, il commence à délivrer de l'énergie. Le soir, il n'en délivre plus. La nuit, c'est zéro. Et donc, cette variation dans la fourniture énergétique sur le réseau électrique, eh bien, il doit y avoir des assets qui permettent de le compenser. Et donc, ce sera le rôle du nucléaire. Et c'est comme ça que Framatome va vous montrer comment lui envisage de résoudre ce problème. Et bien sûr, tout cela toujours avec à l'esprit permanent la sûreté de fonctionnement du réacteur, sa disponibilité et sa fiabilité en permanence. Alors, gérer un réseau électrique en période de crise comme le Covid, on l'a vu tout à l'heure, le challenge était que pendant la période de Covid, il y a eu quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, enfin auquel la majorité des opérateurs ne s'attendaient pas forcément tout de suite, c'est une forte baisse de la demande de consommation. Alors, elle a été vécue diversement, je vais passer plus là, elle a été vécue diversement, comme on le voit sur le slide, sur le graphique en haut à gauche. Dans certains pays, c'est une baisse pratiquement de 20% de la consommation, de la demande électrique sur le réseau, qui a été observée. On voit au tout bas la courbe rouge, c'est l'impact du temps, donc de la météorologie, alors que la chute de la en bleu, que l'on voit très bien, c'est l'impact de la période Covid. Donc on voit que l'ampleur de la baisse de la consommation a été sans précédent, Stéphane l'a bien précisé, et n'était pas forcément attendue, ce qui fait que tout le poids de la responsabilité et de l'adaptabilité est retombé au niveau des opérateurs, des assets connectés sur le réseau, et en particulier des opérateurs nucléaires. On voit également à droite quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément bien. La courbe du haut, c'est la courbe de la demande totale du réseau. Donc, on voit qu'il y a deux petites bosses, le matin et le soir. Le matin, on se lève. Donc, on commence par allumer la lumière, on branche la télé, on branche son micro-ondes pour chauffer son café.
Dans la journée, on va au bureau, donc on éteint tout ce qui est à la maison, baisse de consommation, et le soir, on retourne à la maison, et de nouveau, on a une petite pointe de consommation. Et ça, c'est connu à peu près sur tous les réseaux électriques. Ce qui est particulier, c'est la courbe du bas. L'exemple qui vous est montré, c'est l'exemple de la Californie. Les Américains l'appellent d'ailleurs la duck curve, donc la courbe en dos de canard. Bon, elle a une forme, on peut dire, de profil de canard, cette courbe. Et on voit très bien que la nuit, cette courbe qui représente ce qu'on appelle la demande nette des intermittents, on voit que la nuit, la demande nette est maximale puisqu'il n'y a plus le solaire qui alimente, en Californie en particulier. C'est une région où il y a un fort développement de la fourniture solaire, surtout sur les panneaux photovoltaïques. Alors que dans la journée, le matin, donc, cette demande nette des variables descend, et dans la journée, on est sur un creux de demande de la base constante. Alors, ce fonctionnement en base, c'est un peu là-dessus que je vais faire mon focus, puisque c'est là-dessus que Framatome pense que les opérateurs vont s'orienter de plus en plus. Stéphane a bien montré tout à l'heure, le réseau français a montré qu'il était parfaitement résilient à cette courbe matin-soir, parfaitement résilient à gauche à la courbe de baisse de demande forte. Puisque je crois, Stéphane l'a dit, on est descendu jusqu'à moins de 20 mégawatts d'appel réseau pour un réseau qui est prévu pour donner à peu près 5 fois plus. Donc on voit quand même que le nucléaire a su fortement s'adapter. Et ça a conforté notre approche à nous, Framatome, qui est de proposer des produits qui permettent justement cette résilience du réseau et cette baisse forte de fourniture d'électrique des centrales nucléaires. Alors, pourquoi maintenant? C'est une vraie question que l'on se pose. En fait, personnellement, je travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. On y travaille très fortement depuis 5-6 ans maintenant. D'abord, des raisons économiques. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, quand il y a surproduction sur le réseau, les prix ont tendance à baisser, à s'effondrer, voire dans certains pays, atteindre ce qu'on appelle le negative pricing, qui est en fait, vous êtes payé pour prendre l'électricité sur le réseau ou vous êtes payé pour ne pas produire. Et dans le cas inverse, que l'a très bien dit Stéphane, lorsqu'on est en manque d'électricité, bien les prix s'envolent et on s'aperçoit qu'il y a une certaine volatilité qui est assez nouvelle sur le prix de l'électricité, qui n'est quand même pas trop connu il y a 40 ans, 30-40 ans, et qui aujourd'hui fait un peu comme le pétrole, à savoir que quand il y a une surproduction, le prix du baril s'effondre, et quand il y a une sous-production, le prix du baril s'envole. Et les prix à la pompe avec d'ailleurs. Parce que tout le monde s'en est aperçu. Alors pour l'instant, d'ailleurs, ce qui est symptomatique et très positif du nucléaire français, je ne crois pas que, pour l'instant, la variabilité du prix sur le réseau, tout à l'heure, je crois que Stéphane a parlé d'une période de 140 € du mégawattheure. Tu as dit kilowattheure, je crois que c'était mégawattheure, tu voulais dire. 140 € du mégawattheure, on ne l'a pas encore vu arriver sur notre facture d'électricité. Et c'est un grand bénéfice du nucléaire qui, comme il est constant avec une puissance disponible permanente, il permet cette stabilité du pricing, du prix de l'électricité sur la facture électrique, qui n'est pas le cas d'ailleurs sur le pétrole qu'on observe lorsqu'on se rend à la pompe. Le deuxième point sur lequel, pourquoi le nucléaire, la flexibilité maintenant, tout le monde le sait, c'est les émissions de CO2. Malheureusement pour nous, les événements très récents, puisque je crois qu'on est encore en vague de chaleur tout de suite, alors, on n'est pas en canicule, mais on est en vague de chaleur, on est en train de dépasser tous les records absolus de la météorologie, alors pas forcément de la période humaine, puisqu'il n'y avait pas de mesure de température il y a 2000 ans. Mais on va dire que depuis que la météo existe, bien, il se trouve qu'on est en train de dépasser les records. On s'attend encore à une augmentation des températures. Et donc, cette politique de décarbonation de l'énergie, le nucléaire, très fortement, et ça deviendra un acteur incontournable du mix énergétique de demain, puisque s'il faut demain, c'est pas grave, on va faire avec. S'il faut demain enlever tous les producteurs carbonés du réseau électrique, avec néanmoins une base fiable, stable, permanente, comme l'a montré le réseau français nucléarisé, le nucléaire aura une place incontournable. Et le troisième item qui fait que c'est maintenant que le nucléaire est demandé flexible, c'est qu'en fait, le nucléaire a des performances qui sont assez proches
sont voire même supérieurs, comme tu le disais tout à l'heure Stéphane, au charbon. Et il a des performances assez proches du gaz. Et on s'aperçoit que dans le monde, très souvent, quand on veut compenser l'arrêt d'un asset de production, qu'il soit nucléaire ou non d'ailleurs, on compense très souvent par du gaz. Le gaz est effectivement assez flexible, mais le nucléaire aujourd'hui a des performances que Framatome fait qu'elles atteignent le niveau de performance des centrales à gaz. On est quand même dans l'esprit, il faut se rendre compte. Stéphane parlait tout à l'heure, je crois, de 30 mégawatts par minute. Je crois que tu l'as dit, je me rappelle bien, par réacteur, je précise. Les derniers développements effectués par Framatome, on monte jusqu'à 50, voire 60 mégawatts par minute, par réacteur, par unité. Ce qui fait sur un parc on va dire de 30 unités, on est quand même sur 1500 mégawatts minute, ce qui fait quand même beaucoup de puissance variable. Et donc le nucléaire est très bien adapté aux enjeux de demain par rapport à la flexibilité et aux performances attendues. Alors, l'approche de Framatome et les inputs. Stéphane l'a abordé tout à l'heure, je crois que tu as parlé de chimie, c'est un des éléments majeurs. Alors tout d'abord, on va essayer de fixer ce que c'est que la flexibilité. Bon, ça paraît évident pour tous les acteurs du nucléaire et pour tous ceux qui travaillent sur le sujet. Ce n'est pas forcément clair et évident pour les gens qui nous écoutent. Alors, la flexibilité, bon, c'est les définitions de l'AIEA, donc je les ai reprises. Elles sont internationalement partagées. Il y a 3 grands domaines à la flexibilité. Le premier grand domaine, c'est ce qu'on appelle le contrôle de fréquence, le frequency control. Alors, pour expliquer très rapidement aux gens, c'est que quand vous branchez votre lumière le matin, si tout le monde le branche au même moment, tout le monde appelle de la puissance au même instant, et c'est comme une voiture qui est sur une autoroute horizontale et qui voit une pente, une route, la route qui monte. Ben, si la route monte, la voiture, elle ralentit, et le moteur ralentit avec. Sauf si vous accélérez, bien sûr. D'ailleurs, l'accélération, c'est la flexibilité. Et si vous n'accélérez pas, la voiture ralentit. Le moteur ralentit, le moteur a une vitesse de rotation. La vitesse de rotation, c'est la fréquence réseau. Au même moment qu'on ne fait rien, la fréquence du réseau commence à tomber. Bien sûr, si tout le monde arrête de consommer au même moment, elle monte. Et il est important pour l'intégralité de tous ceux qui consomment, tous nos appareillages électriques, de maintenir cette fréquence dans une bande extrêmement étroite. Et le rôle du réseau électrique, c'est le rôle de EDF d'assurer cette stabilité de fréquence. La deuxième grande variabilité, flexibilité, qu'on appelle les variations de charge planifiées. En français, suivi de charge, je n'aime pas trop le terme, mais ce n'est pas grave. La variation planifiée, c'est qu'en fait, le réseau sait le matin que le soleil va se lever. Et donc, la veille, dit à l'exploitant du réacteur, demain matin, comme le soleil va se lever, tu devras baisser ta puissance. Et le soir, tu n'oublies pas, comme le soleil va se coucher, il faudra remonter là. Ce sont des variations planifiées, en général minimum 24 heures à l'heure. Les périodes sont plus ou moins longues. En France, c'est tous les jours, voire par jour. Dans certains pays, c'est une fois par an. Ou vice-versa selon les régions. Voilà, cette flexibilité planifiée est bien connue. Et la troisième, c'est la flexibilité dite non planifiée. Alors celle-là, elle est plus compliquée. C'est quand le réseau dit au réacteur, vous devez vous arrêter tout de suite parce que je suis en surproduction. Alors c'est ce qu'on appelle le load reduction en anglais. Donc c'est en fait, on impose au producteur de brutalement arrêter, baisser, voire arrêter sa production. Alors c'est assez impactant pour l'opérateur qui n'est pas averti. Alors en France, là encore, EDF est parfaitement formé à ce genre de choses. Mais dans le monde des exploitants nucléaires, Framatome a développé des systèmes qui lui permettent de mieux gérer ce transitoire imprévu, vu qu'avant, ce n'était pas le réacteur nucléaire qui, comme on dit fulfill en anglais, qui résolvait ce genre de sollicitation du réseau. Voilà, donc on voit qu'il y a 3 demandes principales. Alors là, je vais faire un focus particulier sur la demande numéro 2, qui est la variation de charge planifiée. Alors, je change le slide sur le petit bouton. Alors, qu'est-ce que Framatome apporte aux opérateurs? En fait, Framatome, de longue date, depuis 30 ans maintenant avec EDF, et depuis une quinzaine d'années chez nos collègues allemands, chez nos voisins allemands, Framatome a développé des systèmes qui permettent une flexibilité totale et qui donc répond aux 3 éléments que l'on a vus précédemment. C'est ce qu'on appelle des full flexible systems. Ces systèmes, en fait, permettent les variations de charge les plus
fort qui soit, avec des performances les plus élevées qui soient dans tous les modes de fonctionnement. C'est le plus contraignant. Et nous, Framatome, on s'est dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, il est plus facile de partir d'un système totalement flexible, qui gère l'intégralité des contraintes, vers un système moins contraignant, moins flexible, que le contraire. Or, ça, c'est unique au monde. Les opérateurs du monde entier et les autres industriels du nucléaire n'ont pas cette expérience qui est unique au sein du groupe EDF. Expérience de concepteur de système et expérience d'exploitant. C'est unique. Le système français, le concept français est unique dans sa complétude. Et cette unicité, on l'a utilisée et on l'a développée avec EDF pour proposer des technologies qui couvrent tous les modes ou une partie des modes ou le minimum possible. On l'adapte exactement aux besoins demandés. Typiquement, les exploitants demandent plutôt qu'on ne touche pas trop leur design. Donc ils disent, s'il vous plaît, maintenez mes performances. Moi, je fonctionne avec des variations de 0,2% de puissance par minute. Essayez de ne pas aller plus vite. Pas de problème, on sait faire. Les outils sont performants, les licensings sont assurés, la qualification intégrale est assurée et l'expérience qui va avec est éprouvée. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je change le slide. Et donc, on a une approche extrêmement progressive où on part du besoin de l'exploitant, on arrive aux études de faisabilité, on regarde si c'est faisable, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour enfin, si nécessaire et à la demande, optimiser et installer sur le réacteur nucléaire. Mais toujours commencer par le besoin exact pour éviter de trop impacter le réacteur et de trop avoir à travailler sur les fondamentaux du design. Il faut comprendre que EDF, lui, l'a fait dès l'origine. Certains réacteurs sont designés pour ça, mais la grande majorité de la flotte mondiale n'est pas designée pour un full flexible. On doit pour ça légèrement adapter. Par contre, les derniers réacteurs qui arrivent, dont l'EPR, sont eux parfaitement 100% adaptés pour faire du full flexible. Alors, les impacts, Stéphane en a parlé un petit peu. Framatome couvre l'intégralité des impacts potentiels. Alors, je dis toujours potentiel, parce que quand on dit impact, les gens disent « Ah, il y a impact ». Non, potentiel. On étudie justement qu'il n'y a pas d'impact. Donc, on étudie tout ce qui est durée de vie. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas de vieillissement accéléré. Tout ce qui est chimie, alors Stéphane l'a abordé. On a développé des systèmes de suivi de xénon pour la réactivité, mais également des systèmes de recyclage du bord, ce qui permet au passage de réduire les déchets induits par les variabilités de puissance et par le bord non recyclé. On étudie également le comportement du combustible, voir s'il n'y a pas d'excès sur l'interaction entre la gaine du combustible et la passivité du combustible. On regarde tous les aspects formation opérateur avec des développements de simulateurs intégraux. Le contrôle du réacteur, bien évidemment, avec le mode de pilotage des barres de contrôle. On vérifie que la manœuvrabilité est dans les limites de design. Toutes les études de sûreté attenantes, donc tous les transitoires sont gérés, et également l'impact sur les modes opératoires de l'exploitant. Voilà, donc c'est vraiment un scope intégral que couvre Framatome, avec bien évidemment, en particulier sur la formation opérateur et sur les simulateurs, l'apport incontestable et incontesté de EDF, qui a, lui, l'expérience d'exploitation de ce type de fonctionnement. Voilà, et bien sûr, dernier petit visuel sur notre empreinte dans le monde. Donc, Framatome a développé des systèmes qui sont adaptables aux réacteurs pressurisés, aux réacteurs bouillants. Alors, dans l'esprit des gens, on est plutôt, en France, on est pressurisé, on est plutôt sur des systèmes réacteurs pressurisés. Non, la flexibilité est également implémentable sur le réacteur eau bouillante sans aucun problème. Tout ça toujours dans la sûreté, fiabilité des réacteurs. Et on a travaillé déjà avec succès en France, alors évidemment c'est le cas français, mais également en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni et dans plein d'autres pays. Et on se prépare à le faire dans d'autres pays encore. Voilà. Merci de votre attention et n'hésitez surtout pas à vous connecter au Solution Portfolio de notre offre Framatome avec le petit QR code ici présent. Merci Valérie, je te rends la main. Plein de questions, je vous demanderai de répondre de manière assez courte pour qu'on puisse en prendre un maximum, parce qu'il nous reste 20 minutes, donc on a beaucoup de sujets avec beaucoup de votes. Donc, première question, combien coûte et rapporte cette flexibilité?
Autrement dit, comment cela se compare-t-il avec les exigences de flexibilité qui seraient imposées aux autres filières, dont les ENR? Et je crois que sur cette question de la rémunération, il y a une autre question qui demande pour savoir si, en particulier, le parc est rémunéré pour les services qu'il offre au réseau. Alors, je vais essayer de répondre à la question. D'abord, notre flexibilité actuelle, la plupart du temps, elle est choisie. Il y a une question aussi qui dit comment on choisit les réacteurs qu'on va faire plus manœuvrer que d'autres. Et c'est là qu'on arrive à dégager un gain économique. Je vais donner l'exemple tout à l'heure de Civaux, où on a reporté l'arrêt. On la reporte sur des périodes de moindre consommation, donc de prix plus bas. Donc le réacteur va produire et pouvoir alimenter la clientèle au moment où les prix de marché sont intéressants. Si on n'avait pas fait ça, eh bien, EDF aurait perdu de l'argent. Ou si cette flexibilité, on n'avait pu la faire que par des arrêts complets versus faire des variations de courte durée, parfois des créneaux de 2 ou 4 heures seulement, parce que le marché le permet, eh bien, on perdrait également de la valeur. Donc, la flexibilité, d'abord, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Il y a des économistes américains, d'ailleurs, qui ont démontré la chose récemment. Il y a quelques années, les Américains nous regardaient un peu de haut en disant « les Français n'ont rien compris, le nucléaire, ça doit fonctionner en base, c'est ce qui est le plus économique ». Ils ont revu leur copie ces dernières années en montrant que la rentabilité d'un nucléaire manœuvrant était meilleure que celle d'un nucléaire fixe. Tu disais dans ton introduction ou Thibault, je ne sais plus, à l'avenir, les moyens de production pilotables doivent être variables. C'est évidemment vrai pour le nucléaire, parce que non seulement le réseau en a besoin, mais c'est comme ça aussi qu'un exploitant va pouvoir mieux se rémunérer. Donc, ça rapporte. Après, dire combien, ça dépend de quel réacteur, de quelle période de l'année, de quel type d'année en particulier, mais ça crée vraiment de la valeur en plaçant les arrêts tranches et donc la production au meilleur moment dans l'année. Combien ça coûte? Alors, je disais, bon, on a des études, on les poursuit d'ailleurs, pour voir comment on pourrait corréler la sollicitation de nos réacteurs avec une forme d'usure accélérée, davantage de maintenance qu'on aurait à faire sur le secondaire d'ailleurs, sur la partie conventionnelle de l'installation en salle des machines, autour de la turbine. La corrélation n'est pas évidente. Je vous montrais l'exemple avec Golfech tout à l'heure, très sollicité pendant assez longtemps, et les meilleures performances de production en face. Donc, on sent bien, oui, ça coûte. On sait que de temps en temps, il faut remplacer un tronçon de tuyauterie autour de la turbine ou telle vanne. Mais pour l'essentiel, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Actuellement, parce qu'encore une fois, c'est de la flexibilité choisie. Si on se prolonge, si on regarde dans quelques années, mettons 2030, avec un volume de renouvelables beaucoup plus important, il se pourrait, si on ne change rien d'autre dans nos modes de fonctionnement, que ça coûte un peu, parce que autant il y a des réacteurs, j'ai tout intérêt à pousser leur arrêt sur la sortie de l'hiver, il y en a d'autres, j'ai franchement pas intérêt à pousser leur arrêt. Si leur arrêt tombe en octobre, il ne faut pas que je le repousse en novembre, parce qu'en novembre, la consommation est plus importante, les prix sont plus élevés. Donc si je fais ça, je vais perdre de l'argent. Or, si, parce qu'il a fallu baisser la charge souvent, ce réacteur qui devait s'arrêter en octobre, il n'a pas assez consommé son combustible et que pour des raisons de limite de sûreté, je dois continuer à le consommer sur une certaine quantité, et là, effectivement, je vais désoptimiser mon programme de production et ça va coûter. On n'en est pas là parce que jusqu'à présent, les volumes concernés restent raisonnables. C'est ce qui pourrait arriver demain, mais justement, c'est ce qu'on est en train de travailler avec l'optimiseur chez nous à EDF pour voir comment on adapte nos plannings d'arrêt de tranche à l'avenir pour tenir compte qu'on aura de toute façon de manière fatale de la sous-production de certains réacteurs et comment mieux placer les arrêts de tranche pour que ça continue à créer de la valeur pour l'entreprise. Juste un point que je rajouterai moi par rapport à ton premier commentaire. Dans l'étude des scénarios SFEN qu'on a publié au mois de juin, il y a justement des simulations très intéressantes du marché de l'électricité, de la variation très forte du prix du marché de l'électricité, dans lequel justement le nucléaire devra se placer et se rémunérer à l'avenir. Et en fait, justement, le nucléaire s'en sort plutôt bien.
Tout à fait. Et d'ailleurs, nos études R&D aussi, en interne EDF, montrent ça. On dégage d'autant plus de valeur. Ah, pour une production identique, on crée plus de valeur pour l'entreprise si on est flexible que si on fonctionne en base à la même puissance tout le temps. Et quand je parle de création de valeur pour l'entreprise, c'est le client qui, à l'arrivée, en bénéficie. Parce que si le prix de l'électricité en France est moins élevé qu'ailleurs en Europe, c'est grâce au nucléaire, mais je dirais la flexibilité du nucléaire permet encore d'aller plus loin, justement, en ayant un coût de revient qui est optimisé en fonction de ce dont le marché a besoin. Alors, une deuxième question sur laquelle je pense que tu as un peu répondu déjà, c'est les variations importantes de production du parc ont-elles une influence sur la durée de vie des installations? C'est une autre dimension. Oui. La durée de vie des installations, elle est calée sur le primaire, donc sur la cuve essentiellement, sur l'enceinte du réacteur. Alors l'enceinte n'est pas du tout concernée. La cuve voit des variations. Je montrais tout à l'heure des petites variations de température sur le cycle primaire. Tout ça est monitoré. On les compte à chaque fois qu'on a une variation de plus de tant de degrés à l'occasion d'un suivi d'une variation de charge. On compte une occurrence et on sait que dans la durée de vie de l'installation, on a droit à un certain nombre d'occurrences. Et on suit ça, et quand on projette les chiffres jusqu'à même 60 ans, hein, voilà, on sait que nos réacteurs vont tenir, même en étant encore plus sollicités demain qu'aujourd'hui. Et j'ajouterais, Valérie, vas-y, Thibaut. Pardonne-moi, Stéphane, et j'ajouterais, Stéphane, si tu le permets, il y a des programmes d'inspection en service de tous les composants majeurs, donc comme tu l'as dit, la cuve en particulier. Et donc, le nucléaire, donc Framatome, propose depuis très longtemps déjà des inspections en service extrêmement poussées qui permettent de valider les schémas, valider les hypothèses et vérifier qu'en permanence, nous sommes à l'intérieur des enveloppes de design pour les phénomènes de vieillissement. Et pour l'instant, les réacteurs français qui font du flexible, comme les autres d'ailleurs, parce que tous les réacteurs français ne sont pas en permanence flexibles, et tous les réacteurs français sont suivis de la même manière. Et pour l'instant, nous sommes parfaitement à l'intérieur des enveloppes de design prévues de conception. Merci Thibaut. Et côté secondaire, alors c'est pas ça qui limite. Côté secondaire, on sait qu'on a un peu plus d'usure, mais là, on sait changer des tronçons de tuyauterie, des vannes. C'est de la maintenance courante, donc il n'y a pas d'impact de ce côté-là. Très bien. Alors, troisième question. Le PR est-il plus performant dans le suivi de charge que le parc actuel? Alors, l'EPR, on y travaille actuellement, on est sur des projets EPR2, hein, donc au-delà de l'après Flamanville 3, donc en phase de design, et on s'assure effectivement que l'EPR a une capacité de variation qui sera suffisante par rapport aux besoins du marché qu'on projette dans les années à venir. Il n'y a pas de concours à avoir à être le plus ou le moins flexible. Ça peut être des querelles d'ingénieurs, mais d'un point de vue économique, ce qui compte, c'est d'avoir des capacités qui répondent aux besoins. Tout à l'heure, Thibaut disait, il y a des produits qui varient plus vite que ce qu'on fait actuellement de manière commerciale sur le parc EDF, mais l'essentiel, c'est de pouvoir répondre aux besoins du réseau. Et l'EPR est calé pour répondre aux besoins du réseau des décennies à venir devant nous. Très bien. D'ailleurs, juste un petit commentaire, il me semble que Taishan fait du suivi de charge. Taishan est conçu pour ça, il en fait, oui. Taishan 1 et 2, au passage à ce sujet, je repasse toujours mon petit message. 2 EPR fonctionnent parfaitement bien actuellement sur le réseau. Et il faut savoir que Taishan 1, qui est le premier EPR qui a démarré, dans le premier mois, Taishan 1 a été obligé de baisser sa puissance, non pas parce qu'ils avaient des soucis, mais parce que le réseau leur a dit bon, écoutez, maintenant, vous commencez à être flexible, baissez votre puissance. Donc, ça marche très bien. Et nous avons collaboré avec CGN depuis quelques années, justement, pour les aider à exploiter le réacteur de manière flexible aussi. Tout à fait. Alors, comment choisit-on sur quel réacteur on fait les ajustements? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, en dehors du planning des arrêts pour maintenance et au rechargement. Alors, c'est d'abord effectivement le planning de maintenance et des arrêts rechargement qui va compter. Après, chaque réacteur, il a ses particularités. On a notamment des essais périodiques à faire. On appelle la carte de flux. C'est-à-dire tous les mois, on va calibrer toute la chaîne d'instrumentation pour s'assurer que le réacteur, ensuite, pendant le mois qui suit, va fonctionner dans le domaine autorisé. Et pour faire ça, on a besoin d'être en base à 100% de puissance pendant
1 à 2 jours. Donc voilà, il y a des moments dans le cycle où le réacteur n'est pas ou moins flexible. Et alors on a un système qui fait que tous les jours, chaque site, chaque salle de commande envoie à ce que j'appelle l'optimiseur, donc la DOAT pour ceux qui connaissent, un service interne à EDF, envoie les capacités de chaque tranche pour les jours qui viennent. Et ensuite, la DOAT, l'optimiseur, va se servir, alors en prenant en compte les questions économiques, donc qui sont essentiellement liées au placement des arrêts de tranche, et en ajoutant à ça les capacités ponctuelles des tranches concernées. C'est toujours l'exploitant qui a la main sur ce qu'un réacteur va faire ou pas. Même s'il reçoit un programme de l'optimiseur ou du réseau RTE, il a toujours la main dessus. Si à un moment donné, pour une raison X ou Y, il faut sortir du système de réglage et revenir à une puissance stable, il a absolument toujours la main là-dessus. La sûreté est prioritaire à tout moment, y compris vis-à-vis des besoins du réseau. Alors, une autre question, c'est est-ce que vous êtes rémunéré par RTE pour assurer le réglage de tension, par exemple, dans ce que tu disais sur Civo? Oui, alors le réglage de tension comme le réglage de fréquence sont rémunérés parce que là, ce sont vraiment des services rendus au réseau. Après, on pense qu'on n'est pas assez rémunéré pour ce que ça vaut, mais je ne vais pas lancer la querelle ici. Mais j'en profite pour dire qu'en revanche, la question a pu m'être posée par ailleurs, on n'est pas rémunéré pour baisser la charge. Quand on baisse la charge, c'est parce qu'on a des clients qui nous demandent telle quantité d'énergie, on apporte cette quantité, ni plus ni moins. La quantité qui dépasse, qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas besoin de faire, c'est pour notre pomme, entre guillemets. Hein. Ça rentre dans le compte de notre optimisation. Je disais tout à l'heure, c'est en faisant ça de manière optimisée qu'on crée de la valeur pour l'entreprise. Mais en soi, cette baisse de charge n'est pas un service au réseau, donc n'est pas rémunéré par RTE. Mais pour revenir à la question, le réglage de tension, le réglage de fréquence sont rémunérés par RTE. Je fais un petit complément de ce que vient de dire Stéphane. Bien sûr, c'est le cas français. Hein. Il y a quand même des pays où ils sont rémunérés pour les services proposés au réseau. Bon, l'exemple, c'est la Suisse. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les Américains, puisque pour l'instant, les États-Unis ne rémunèrent pas le service au réseau. C'est un marché dérégulé. Bon, il y a des marchés régulés, mais majoritairement dérégulés. Et c'est une vraie question que se posent les électriciens et les fournisseurs, les opérateurs de centrales. C'est comment faire que le réseau, justement, rémunère, comme l'a dit Stéphane, plus cher. Toujours. Comment le réseau rémunérerait justement ce service apporté dans la flexibilité. Pour revenir au cas français ou au cas européen même, il y a des marchés qui se mettent en place. Donc la réserve primaire de fréquence, elle fait déjà l'objet d'appels d'offres de la part de RTE. Ce sera plus tard le cas pour le réglage secondaire. Je ne pense pas que ce soit prévu pour le réglage de tension parce que ça fonctionne différemment. Et c'est certainement, et pour faire le lien avec une des premières questions sur combien ça nous coûte et par rapport à ce que les ENR pourraient fournir, je pense que le jour où il y aura un marché et un prix du service attractif, des éoliennes, par exemple, pourront choisir de baisser leur production parce que le prix de marché est très bas, ça ne les intéresse pas, ou de les maintenir jusqu'à un certain niveau pour fournir à la place du réglage de fréquence, qui sera parfois, sur certains créneaux horaires, plus rémunérateur pour elles que de produire en base. Enfin, en base, en tout cas, produire à plein en fonction du vent. Alors, la flexibilité de 50 MW par minute par réacteur annoncée par Framatome est-elle pour le parc actuel, l'EPR, ou pour un autre type de réacteur, EPR2, SMR? Et j'ai envie de presque rajouter une question, parce qu'il y a des réacteurs aujourd'hui qui sont annoncés justement pour apporter de la flexibilité au système. Donc, ça serait leur première mission. Alors, c'est toujours la difficulté, je réponds Stéphane, c'est toujours la difficulté de donner un chiffre dans l'absolu, puisque c'est forcément proportionnel à la puissance du réacteur. Tout à l'heure, Stéphane a dit qu'ils opéraient aux alentours de 3% par minute. Je vais faire simple, Stéphane. Donc, sur un 900 MW, c'est 27, et sur un EPR 1600 MW, c'est 50, c'est 48, on va dire 50 pour arrondir. Donc, effectivement, l'EPR le fait. Ce n'est pas les seuls au monde. Hein. Toute la technologie des KVU, donc des convoys, qui vont tous malheureusement s'arrêter, en parfait état, je souligne. Donc, toute la techno des convoys permettait d'aller même au-delà. Ils ont été testés jusqu'à 14% par minute, ce qui fait 140 MW pour une tranche de 1000. Donc, ça fait quand même des rampes extrêmement fortes.
qui permettent de bien soutenir le réseau. Et ils sont exploités, parce que ceux qui tournent encore, sont exploités couramment à 5% par minute. 5% minute, 1000 MW, on est bien à 50 MW par minute. Donc oui, il y a des réacteurs qui le font. Et les dernières choses pour préciser, les nouveaux designs qui sont en cours de développement dans le monde, hein, on pourrait citer le PR2, je pense qu'il aura les caractéristiques de l'EPR. On pourrait citer également les autres, hein, HPR1000, l'AP1000, etc. Il y a quand même une volonté assez forte affichée d'effectivement que les réacteurs aient ce genre de performance pour dépasser le charbon et, je dirais, titiller la performance des centrales à gaz. Et tu as des chiffres aussi sur NuScale, ils en ont annoncé ou pas? Alors, NuScale, on est sur des SMR, on est sur une technologie de petits réacteurs. Par définition, un petit réacteur est plus flexible qu'un gros réacteur. Alors, je veux l'exemple de mon histoire passée sur les sous-marins nucléaires. Ce sont des petites centrales intégrées. D'ailleurs, on regarde une centrale de SNA, on voit le schéma du NuScale, c'est très très proche l'un par rapport à l'autre. On a l'impression que c'est presque un calque recopié. Et ces centrales, sur les sous-marins, sont des centrales qui font montée-descente, avec des rampes que je ne peux pas annoncer puisqu'on est dans le confidentiel, et ça reste des rampes bien au-delà de ce que les réacteurs civils font d'habitude. Donc sur petites unités, en règle générale, on est petit. Donc ce sont des performances accessibles sans trop de problèmes. C'est plus difficile sur une grosse unité, par la taille du réacteur. Je pense que Stéphane va me confirmer. Piloter un grand cœur en termes de neutronique et de thermohydraulique est plus compliqué que de piloter un petit cœur. Je confirme, mais je n'ai rien de plus à ajouter. Alors justement, vous avez parlé de titiller le gaz. Donc la prochaine question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait se passer du thermique pour les pointes. Alors là, on n'est plus sur la question de la manœuvrabilité, de la flexibilité. On est question sur, lors de gros pics de consommation, quels sont les moyens qu'on a en face de nous? Dans ces cas-là, le nucléaire, là, il fonctionne au contraire à plein, hein, de toutes les tranches disponibles. On ajoute de l'hydraulique et effectivement, on ajoute les ENR qui se présentent. Donc, si c'est la pointe du soir en hiver, le solaire, évidemment, il ne faudra pas compter dessus. S'il y a du vent, tant mieux. S'il n'y en a pas, oui, il faudra de toute façon prévoir un talon de thermique. Alors, qui est chez nous. N'oublions pas quand même la balance des imports-exportations, hein. On a quand même sur l'ensemble de nos frontières des capacités d'échange qui sont importantes, qui devraient encore croître à l'avenir parce qu'il y a des projets de ligne qui vont se mettre en place. Vraiment, il faut raisonner au niveau européen pour ça. Raisonner au niveau français, strictement français, n'a pas grand sens puisqu'on est forcément interconnecté. Encore une fois, depuis 30 ans, la plupart du temps, on exporte largement. Et puis quand on est sur des pointes, et si l'ensemble français n'y suffit pas, on peut recourir aux importations. Donc aujourd'hui, se passer du thermique, ça semblerait compliqué. À l'avenir, de toute façon, il faut faire feu de tout bois, entre guillemets, contre le réchauffement climatique. Et évidemment, des solutions de stockage, l'hydrogène, on en parle beaucoup en ce moment, permettront de lisser la demande et aussi de fournir de manière décarbonée aux moments les plus pointus où la consommation est la plus forte dans la journée. Alors, je voudrais compléter la réponse par rapport aux performances, puisque moi j'avais interprété la question comme étant dans l'avenir. Est-ce qu'on peut envisager de construire que des centrales nucléaires et plus de centrales à gaz? Je fais un peu excessif, mais c'est volontaire. En termes de performance, oui. Performance réseau, attention, je précise bien mes mots. Donc, en termes de flexibilité sur le réseau, oui, les réacteurs nucléaires, on peut le dire, peuvent atteindre les performances du central à gaz. Après, par rapport aux politiques de décarbonation ou aux politiques de pilotage de réseau, comme le dit Stéphane, ce n'est pas dans la main de Framatome. Mais les systèmes développés par Framatome permettraient de le faire, permettraient conditionnel. On a le temps de prendre, je pense, une dernière question très, très rapidement. Donc, quelle montée d'effluent pour une baisse et une montée? Oui, bonne question. Il y a des gens qui sont très pointus et qui connaissent ça. Alors, sauf qu'il n'y a pas de réponse unique, hein, parce que quand vous êtes en début de vie, un peu après le rechargement du réacteur, au contraire en fin de vie, selon que vous baissez tout en bas ou au milieu, plus ou moins longtemps, vous allez avoir des réponses différentes. Donc, je ne vais pas donner de chiffres, mais ce qui compte, c'est que l'essentiel de ces effluents, qu'on appelle des effluents primaires, sont recyclés. Tout à l'heure, Thibault en parlait, hein, dans le système de recyclage du bord, qui équipe les centrales EDF en France. Voilà. D'ailleurs, on a des indicateurs, on peut recycler plus de 90% comme ça de l'eau ou du bord qu'on injecte dans le réacteur. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une variation de charge et qu'on va générer quelques mètres cubes d'effluents primaires qu'on
qu'on va les rejeter à la rivière. Pas du tout. On a plein de systèmes intermédiaires et à la limite, c'est plus de l'eau, je dirais, propre, l'eau secondaire, parce que le secondaire va aussi faire des variations, je l'ai dit tout à l'heure, plus amples d'ailleurs en température. Et là, on va mettre plus d'eau neuve et la rejeter quelque part un peu plus tard parce qu'il faut maintenir le niveau. Mais c'est de l'eau sans becquerel dedans, quoi. Donc, si on en revient aux effluents primaires, il y en a forcément injectés, rejetés, enfin rejetés, retraités, mais ça ne sort pas de l'îlot nucléaire pour l'essentiel. Et je rajouterai, pardonne-moi Stéphane, et je rajouterai également que les systèmes qui ont été développés donc, sont des systèmes qui optimisent les quantités injectées ou les quantités extraites par rapport à un système qui est en base réseau et qui permet donc de réduire la quantité absolue des effluents. Quelqu'un a posé une question, je l'ai vu sur le Xénon. Les pilotages Xénon, c'est pareil. Il y a des systèmes maintenant développés par Framatome de pilotage automatique Xénon qui permettent de lisser en permanence à l'optimum les quantités injectées et extraites, donc réduire les effluents. Donc on pourrait presque dire qu'on les réduit. Et les barres grises, parce que la personne qui posait la question donnait la réponse aussi, les barres grises, qui est un réacteur français, tout à fait, contribuent à ça, effectivement, à minimiser le volume de fluor. Mais encore une fois, ce volume est pour l'essentiel recyclé. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Donc la session sera disponible en replay et puis nous avons un article dans la RGN, la prochaine RGN à paraître. Merci beaucoup à tous les deux. Et je voulais annoncer que notre prochaine session sera ce soir à 17h. Ça sera notre 8e session. On parlera innovation pendant le Covid, en particulier de moyens pour amener des compétences à distance quand les experts ne pouvaient pas être sur place. Quels nouveaux moyens on a développés, en particulier avec le numérique. Quelles nouvelles méthodes de management on a mis en place. On aura des intervenants comme Framatome, Dorano et de Réel, qui nous parlera aussi de comment ils ont mis en place des choses dans l'industrie aéronautique. Voilà, donc à tout à l'heure. Merci encore à nos deux intervenants. Merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. Merci Valérie. Merci Valérie.